Hello mates, bienvenue à bord, je suis Capitaine Luna et aujourd'hui on embarque pour Donjons et Dragons. Cela fait bientôt maintenant 5 ans que je masterise Donjons et Dragons, que je suis MJ, et cela va bientôt faire 3 ans qu'à la fin de chaque séance, je note scrupuleusement un résumé de chaque partie. Ce qui fait que ce que je vous propose aujourd'hui, par plusieurs vidéos de ce format-là, de vous raconter ce que mes joueurs ont pu vivre, de toutes ces histoires et de toutes ces aventures que l'on a pu créer ensemble autour d'une table à l'aide de quelques dés. Mais avant tout, générique. Alors tout d'abord, une chose à préciser qui est que j'écris moi-même mes propres scénars. Donc ce que je vais vous raconter là sont des scénars que vous ne pourrez pas trouver dans le commerce, mais il s'agit bien d'une production originale. Pareil pour l'univers, c'est un univers que j'ai créé moi-même. Je vais pas vous faire une présentation totale, même sommaire de l'univers maintenant, parce que ça n'a pas énormément de sens, d'autant plus qu'on reste dans du Donjons et Dragons médiéval fantastique assez classique. Je préfère vous présenter l'univers au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, au fur et à mesure que les personnages découvrent de nouveaux territoires et ainsi de suite. J'ai pas fait des listes de présence de joueurs, donc pareil, je pourrais pas certifier à chaque épisode quel personnage était là à quelle séance, parce que je ne sais plus. Mais par contre, ce qui est important de retenir, c'est que dans cette première saison, parce que je découperai cela en saison, dans cette première saison, il y a 4 personnages majeurs, en gros, à retenir. Alors, premièrement, il y a Nalurast. Nalurast est un elfe, druide, amoureux de la nature, un peu classique, un peu bohème, comme ça, qui est toujours accompagné de son loup, qui l'accompagne partout. Grande histoire entre les deux. Deuxièmement, il y a Yorek. Yorek, qui est un nain barbare nordique. En gros, c'est l'équivalent des vikings. C'est le nain. Après, il y a Tuva. Tuva, c'est elle aussi nordique, mais c'est une princesse, du moins une ancienne princesse, jusqu'au jour où elle a blasphémé un lieu sacré du dieu Obadai, qui est un dieu de la nature. Et depuis ce jour, elle a été maudite, qui fait qu'elle, en gros, c'est un yeti. C'est une sorte de gros yeti. Du coup, elle est sur la voie de la répansion. Du coup, elle s'est mise dans une carrière de prêtresse de Obadai, justement le dieu de la nature. Donc imaginez un sorte de gros yeti dans une armure lourde. Voilà, c'est assez impressionnant. On est loin de la princesse, du moins le cliché qu'on a de la princesse. Et pour finir, on a Sium. Sium qui est un guerrier humain qui se la joue ambidex, donc avec 2 épées, et voilà, avec rapière en mode dueliste et tout ça. Qui lui est originaire de l'Empire. Ça me permet d'aborder l'Empire Carcien, qui est le grand empire de l'univers. Alors c'est très inspiré de l'Empire de Warhammer, si vous connaissez, qui est lui-même très inspiré du Saint-Empire romain germanique. Donc en gros, imaginez un empire médiéval, hyper impérialisme, avec un culte de l'empereur très fort, avec un obscurantisme religieux qui est accompagné aussi assez fort. Enfin, le dieu de l'Empire, c'est Pelor, dieu du soleil, qui est le dieu de l'Empire, qui a mis sa bénédiction sur tous les empereurs, avec du coup un culte de l'empereur et de Pelor très puissant. D'ailleurs, le drapeau de l'Empire, c'est un drapeau avec un soleil sur un fond blanc et au centre du soleil un crâne. Bref, quelque chose de très joyeux, avec du coup un empire très militariste. Alors c'est justement dans cet empire que va commencer notre aventure. Nous sommes très exactement le 15 février 9986 de notre ère, dans un petit village du nom de Obersolsbach. Un petit village paumé au plein milieu de la forêt immense, parce que l'Empire est caractérisé par une immense forêt sur des kilomètres et des kilomètres, dans lequel il y a des petits îlots de civilisation, des petits villages, ce genre de choses. Nos joueurs de niveau 1 commencent dans ce petit village. Tuva, du coup la Yeti, cherche le prêtre du coin pour lui demander comment lever la malédiction, et celui dernier lui dit que c'est clairement pas une malédiction de son niveau, il faudrait plutôt aller voir l'évêque à la capitale de l'Empire, qui s'appelle Kartok, d'où l'Empire Carcien, Kartok. Malheureusement, l'Empire est très grand, donc la capitale est aussi très loin. Et nos joueurs sont à pied, je vous rappelle qu'ils sont niveau 1. Heureusement pour eux, ils sont abordés par un collectionneur qui s'appelle Murmure, assez mystérieux, qui leur propose de leur donner des chevaux et de l'or, en échange d'un petit service. Ce petit service, c'est qu'il doit leur apporter le sceau d'une famille assez ancienne de nobles, la famille des von Karstein. Alors du coup, nos aventuriers acceptent la mission et partent dans la forêt pour chercher la vieille demeure des Karstein, qui en fait actuellement, vu que c'est une famille disparue, qui est actuellement une ruine. C'est un château en ruine.
Ils entrent tout de même par la grande porte d'entrée de la muraille, sauf que l'entrée était piégée. Il y avait en fait un trou qui était camouflé et dans lequel ils tombent dedans. Mais sauf que c'est à ce moment-là que des gobelins, et oui parce qu'il y a 4 gobelins qui habitent maintenant dans les ruines du château, qui en profitent du coup pour attaquer les joueurs. Et du coup il y a tout un combat contre les 4 gobelins. Je me souviens que Sium, pour sortir du trou, il l'a fait en mode escalade avec ses 2 épées, genre il est au fond du trou, il est avec ses 2 épées, il enfonce ses épées l'une après l'autre comme ça, pour monter le trou et rejoindre le combat qui fait déjà fureur, qui est assez épique avec Tuva, donc le grosse yeti qui tank pas mal. Il y a même un moment où un gobelin s'apprête à donner le coup fatal pour achever le loup du druide Malorast. Le gobelin est sur le point de donner le coup, mais Tuva, dans un dernier élan, se jette pour se mettre entre les deux et du coup recevoir le coup de gobelin en dernier temps. Chose qu'elle a réussi, et vu qu'elle a une grosse armure, elle a réussi à recevoir le coup à la place du loup et ainsi le sauver. Alors après ce combat, il s'abrite, il se soigne sur l'abri des gobelins, et du coup les gobelins qui avaient aménagé les ruines avec un petit campement, etc. Donc ils profitent du campement pour se reposer, se soigner après le combat qui a été rude. Ils fouillent un peu, mais ils trouvent pas grand chose d'intéressant finalement dans ces ruines. Mais d'autant plus qu'il n'y a pas que les ruines. En fait, imaginez un château en ruine, et qui est au bord d'une falaise. Et de l'autre côté de la falaise, il y a un immense rocher qui arrive au niveau de la falaise, jusqu'au niveau du haut de la falaise. Et sur ce rocher, il y a une tour. Et entre la tour et les ruines, il y a un pont suspendu, qui du coup est encore à explorer. Le problème, c'est que ce pont, tout comme le château en ruine, et ben lui aussi le pont est en ruine. C'est en gros toute une épopée où ils doivent passer un pont, mais tous les planches craquent sous eux, ils doivent faire des jets d'équilibre et tout, enfin bref, c'est hyper dangereux. Le problème, c'est que Sium a fait des échecs critiques. Et ça, c'était problématique. Parce qu'il a fait un premier échec critique. Bon, j'ai fait, ok, d'accord. Il s'agrippe parce que je vais quand même pas faire qu'il meure comme ça. Surtout que c'était une chute, j'avais pas prévu que les joueurs puissent tomber, quoi. C'était vraiment un truc immense. Je prévoyais pas la possibilité qu'ils puissent mourir. Surtout que c'est leur première aventure, les pauvres. Du coup, ok, un échec critique, pourquoi pas. Ok, d'accord, tu tombes, tu t'agrippes quand même avec les mains sur la corde, sur une corde, etc. du pont, donc tu tiens encore, mais on peut imaginer, je sais plus exactement, mais on peut imaginer que il y a des affaires qui tombent, etc. et qui sont perdues. Du coup, refais-moi un jet pour t'en sortir de là. Il refait un échec critique. Je sais pas combien de jets de dés que je lui ai fait, et c'est arrivé à un stade très pittoresque, hein, genre c'était au stade, il avait un bras. Puis il a refait un échec, donc à la fin il s'agrippait juste avec le pied qui était resté accroché, etc. Enfin bref, un gros bouillasse comme ça, c'était vite compliqué, c'était de l'acrobatie un peu ridicule. Mais finalement, Sium s'en est sorti, le guerrier humain s'en est sorti, avec un certain traumatisme des ponts. Mais du coup, après ça, ils explorent la tour. Alors ils explorent la tour, ils trouvent des choses intéressantes, du trésor, ils trouvent une vieille cuisine, ils retrouvent du matériel un peu qui peut être utilisé. Ils trouvent une armure de plaque complète avec les armoiries de la maison Karstein, von Karstein. Armure complète que Tuva, la Yeti, s'empresse de prendre. Mais beaucoup plus intéressant, ils ont trouvé une trappe qui mène à un souterrain dans le rocher, sur laquelle est la tour. Ils descendent du coup dans ce tunnel et ils arrivent à la crypte. Ils arrivent à la crypte des von Karstein où sont recueillis tous les cercueils de la famille von Karstein. Et du coup, ils retrouvent ainsi le sarcophage, parce qu'on parle du coup d'un sarcophage en pierre, du chevalier Eric von Karstein. Ils le soulèvent et ils voient effectivement le cadavre en décomposition, mais on parle encore d'un cadavre, pas d'un squelette. Le cadavre en décomposition du chevalier, avec évidemment au doigt le sceau des von Karstein. Tuva, la Yeti, essaye de prendre la bague. Évidemment, le cadavre s'anime. Frayeur totale. Mais Tuva garde son sang-froid, dit quelques mots d'excuses aux zombies, commence de la diplomatie avec le zombie. C'était assez surprenant sur le coup. T'as le cadavre qui se relève et ne vous inquiétez pas, on ne vous fait aucun mal, vous pouvez vous rendormir, vous pouvez rester en paix, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Mais ça ne fonctionne. Le zombie se rendort, on va dire ça comme ça, et c'est ainsi qu'ils peuvent prendre la bague.
qui ramènent du coup Hamnir, le fameux collectionneur, qui leur donne des chevaux et de l'or. Et c'est ainsi que, avec ces nouveaux chevaux fraîchement reçus, c'est ainsi qu'ils s'en vont du coup sur la route vers la capitale, vers Kartok. Mais sont-ils seulement au bout de leur peine? Vont-ils enfin réussir à atteindre Kartok et vont-ils réussir à lever la malédiction de la princesse Tuva? Et ce collectionneur est-il vraiment ce qu'il prétend? Car c'est vrai qu'il a l'air un peu louche. Pour le savoir, surtout ne ratez pas le prochain épisode des Chroniques du Donjon. Ciao!